il essaye de faire croire qu'il parle comme un philosophe, ce qui n'est pas vrai, en l'occurrence, qu'il agit comme un chef d'entreprise, ce qui n'est toujours pas vrai, et finalement, ce qui est vrai, c'est qu'il se met en scène comme un monarque républicain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objection. Objection, c'est à retrouver sur la chaîne YouTube Droit de Parole. Pensez à vous abonner et puis vous pouvez bien sûr liker ou commenter cette vidéo. 3 heures d'émission, plus de 3 heures d'ailleurs, 7 intervenants au total, des écrans partout, mais au final, qu'a réellement dit Emmanuel Macron sur TF1 ? Il semblerait pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, on va en débattre avec mes invités. Dans Objection, ce soir, on décrypte ce grand oral présidentiel avec 2 figures de la droite souverainiste. Maître Fabrice Divisio, qui est à mes côtés. Bonjour. Maître. Et bonjour également à Florian Philippot, président des Patriotes. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir également. On va dire du souverainisme, en tout cas, qui est ni de droite ni de gauche. Absolument, exactement. On va parler donc de ce grand oral présidentiel. Emmanuel Macron a annoncé lors de son émission sur TF1 vouloir organiser plusieurs référendums dès 2025 sur des sujets économiques, sociaux, éducatifs, mais sans préciser les questions exactes. Il évoque même des consultations multiples le jour même, façon un peu l'auto du patrimoine, mais sur des sujets bien précis. Alors, après avoir ignoré le non au référendum de 2005, Emmanuel Macron revient jouer aux démocrates, Florian Philippot. C'est un peu ça l'idée. Oui, enfin à moitié, parce qu'il a quand même rien annoncé. Oui, c'est vrai aussi. Il y a eu peu d'annonces, voire pas du tout. Oui, c'est-à-dire, on nous a dit, c'était quand même à la base le seul intérêt de cette émission. C'est-à-dire qu'on nous a teasé ça en bon français pendant des semaines en nous disant il va y avoir des annonces de référendum, ce qui est devenu un mot. Vous savez, les Français qui ont moins de 38 ans n'ont jamais voté pour le moindre référendum en France, puisque le dernier, c'était il y a 20 ans pile. On va d'ailleurs le célébrer, nous, et puis surtout parler de la suite, le jour J. Mais finalement, il arrive et on lui pose la fameuse question, je crois, vers 22h30. Il a fallu attendre longtemps. Et il nous dit... je crois que c'était le plus long teasing de la télévision. Le plus long teasing, effectivement. Et il nous dit rien. C'est-à-dire que la seule chose concrète, c'est qu'il nous dit si la loi fin de vie... c'est-à-dire la loi euthanasie, il faut l'appeler par son vrai nom, ne débouche pas par le Parlement. Alors peut-être qu'on fera un référendum, mais même là, il n'y a pas de certitude. Et puis, ça, je vais vous dire, on ne le saura pas avant longtemps, parce qu'au Parlement, ça va durer des mois et des mois. Ça n'arrive pas au Sénat avant le mois de septembre prochain. Bon. Donc tout ça est quand même très hypothétique. Et ensuite, non, il n'y en aura pas sur l'immigration, ça on l'a su. Il n'y en aura pas, a priori, sur le budget, les finances, tout ça. Donc l'idée de Bayrou. Par contre, il pourrait y en avoir un sur l'âge d'accès aux réseaux sociaux. Donc on est quand même sur une question, excusez-moi, très périphérique. On est quand même sur des sujets... Et c'est pour ça que dans ma question, j'ai dit Emmanuel Macron revient jouer aux démocrates. C'est ça. Mais en plus, vous avez bien entendu, il a dit « Mais sur ce sujet-là, on a quand même un problème, c'est que c'est une compétence de l'Europe. Donc, après le référendum, il faudrait qu'on négocie avec l'Union européenne. » Donc il nous dit... Peut-être un référendum sur un sujet totalement périphérique, les 15 ans pour accéder aux réseaux sociaux. Bon, on pourrait trancher ça quand même d'une autre façon et plus rapidement. Mais même derrière cela, on n'est pas sûr de pouvoir le faire parce que même si on votait par référendum, parce que de toute façon, c'est une compétence que nous n'avons pas et qui appartient à l'Union européenne. Voilà où on en est en 2025 en France du point de vue démocratique. Donc je veux dire, c'est quand même... Le signe, cette émission, elle sert quand même à cela. Elle montre, c'est un curseur, elle nous montre où on en est. Et elle nous montre notamment que le mot démocratie n'existe plus en France. Puisqu'effectivement, il n'y a plus de référendum depuis 20 ans, puisqu'on ne veut pas en faire, parce que même sur certains sujets où on pourrait en faire, on ne peut plus les faire, parce que c'est l'Union européenne qui décide de toute façon. Donc c'est vraiment le moment, je crois, de balayer tout cela, de nettoyer tout cela, et de revenir vers une pratique beaucoup plus courante du référendum. Et nous, on est favorable aussi à un usage plus fréquent du référendum et à la création dans la Constitution du référendum d'initiative citoyenne. Vous savez, le fameux RIC, absolument. Sur tout sujet. Maître Divisio, c'est vrai que cette émission sur TF1 était une vaste blague quand même. Parce que, comme le dit Florian Philippot, elle était annoncée d'une certaine façon, avec un prétexte qui était celui de ces annonces de référendum du président de la République. Déjà, sur le papier, proposer une émission de 3h15 parce que le président de la République veut annoncer des référendums, sur le papier, ça peut paraître étrange. Voilà. Mais pourquoi pas ?
Pourquoi pas? Et au final, on se retrouve avec une émission où on a absolument zéro annonce de la part du président de la République. Il y a plusieurs aspects dans cette émission. D'abord, rappelez-vous ce que j'avais déjà dit ici, lorsque j'avais dit qu'effectivement, la société du spectacle de Guy Debord trouvait pleinement sa place, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans une société du spectacle et il l'incarne parfaitement. Au fond, cette émission, elle est caractérisée par le vide. C'est-à-dire que nous avons Emmanuel Macron qui a brillé par le vide. Nous sommes loin du logos du général de Gaulle. Nous sommes loin même du pathos de François Mitterrand, qui, lorsqu'il prenait la parole, avait cette capacité à mobiliser par une empathie, alors parfois manipulatrice, il n'y a pas de débat. Même, j'ai envie de dire, on est même loin de Zelensky, quelque part, duquel Macron aime se réclamer volontiers en chef de guerre. En fait, Emmanuel Macron, avant-hier soir, le débat qui s'est surtout posé, c'est quelle est encore sa légitimité. C'est ça, en fait. Et il a tenté de récupérer une légitimité médiatique qu'il a perdue dans les urnes, et il n'y est pas arrivé. Emmanuel Macron, on en avait parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo, Fabrice, Emmanuel Macron s'est présenté une nouvelle fois comme un homme de télévision en proposant quelque chose qui, pour le coup, n'avait jusqu'ici jamais été fait par un président de la République. Enfin, il s'est présenté comme un homme du spectacle. C'est quelqu'un. Rappelez-vous que la démocratie contemporaine, l'une des difficultés n'est pas d'avoir l'un des problèmes que nous avons dans cette démocratie, c'est que être vu compte plus qu'avoir une vision. Et Emmanuel Macron a été vu. Alors, il faut être honnête, la prestation a été, j'ai envie de dire, regardée. Il a mobilisé quelques millions de téléspectateurs. Bon, à défaut de les mobiliser dans les urnes, il les mobilise devant la télé. Et au fond, il a brillé par une inconsistance. Il n'a rien dit. Il a quand même deux éléments que moi je retiens. C'est qu'il s'est félicité de la réindustrialisation de la France. On parle du même pays. Non mais c'est une vraie question à un moment donné. On parle du même pays. Florian Philippot. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme responsable politique que des animateurs dans un pays qui n'a pas de souveraineté? Je trouve que c'est quand même un intérêt de cette émission. Regardez le débat avec, vous parliez de la réindustrialisation. Donc c'est le débat avec Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, dont j'avoue que j'avais rarement suivi les prestations. Je ne parle pas du fond, mais je l'ai trouvé pugnace. Comme d'ailleurs Robert Ménard, à ma grande surprise, que je pensais plus soumis à la Macronie. Mais en tout cas, là, sur la forme, il a été pugnace aussi. Quand elle lui a déroulé des exemples très précis, elle lui a posé des questions sur ArcelorMittal, sur Vancorex, qui sont quand même des entreprises extrêmement stratégiques, l'une comme l'autre. Sur les délocalisations, elle a parlé de l'industrie automobile. Bon, elle a donné un mauvais exemple. Elle a dit la Zoé qui part en Roumanie, la Zoé n'est plus produite du tout. Mais elle aurait pu donner l'exemple de la Twingo électrique qui part en Slovénie, par exemple, un autre pays de l'Union européenne. Macron, systématiquement, a dit « je ne ferai pas ça, je ne vais pas nationaliser, je ne vais pas agir, etc. » Il y a l'Europe. Je vais voir la présidente Ursula von der Leyen, ça il l'a répété 3 fois. Il faut une Europe qui protège plus, il faut que l'Europe agisse, etc. Ben, c'est un aveu total d'impuissance. C'est-à-dire qu'il essaie d'ailleurs de nous présenter le problème comme une solution, ce qui est quand même assez fort de café, puisque beaucoup de ces sujets industriels sont victimes de la politique européenne. Concurrence déloyale organisée, monnaie unique qui n'est pas adaptée, etc. Pareil sur l'immigration. Mais vous parlez d'aveu d'impuissance. Mais quand un président de la République il se transforme, et je rejoins ce que dit Fabrice, il se transforme, donc on est dans Guy Debord, on est dans la société du spectacle. Absolument. Il se transforme en animateur. Et en plus, il se trouve que parfois, il prend le rôle, il joue le rôle avec un certain talent, et je parle juste de la forme, attention. Là, ça n'a même pas été le cas. Parce qu'il a quand même été dans la plupart de ses débats, et la presse l'a bien relevé, dominé. Il était très en dedans, comme s'il donnait, c'est peut-être un autre aspect de cette émission, le sentiment de n'en avoir plus rien à faire. Mais c'est surtout qu'on a un président de la République qui se sert de la télévision, non pas pour demander l'avis du peuple, mais qui se sert de la télévision pour dire au peuple qu'il va leur demander leur avis. Parce que c'est un peu ça l'idée sans le faire. Sans le faire. Oui, il leur dit je vais vous demander votre avis. Ceci dit, un jour, je vous demanderai votre avis sur quelque chose. Oui, c'est ça. C'est un peu ça en fait. Mais je crois que cette télévision pour lui est un miroir en fait. Il se regarde, il s'écoute pendant 3h15 et ça lui suffit pour jouir de lui-même. Et je crois qu'il n'a jamais conçu son rôle et sa fonction de président de la République et avant cela de ministre comme autre chose. C'est-à-dire qu'il jouit de lui-même en permanence.
Et il a complètement renoncé à l'idée de pouvoir agir réellement. Il est dans le spectacle permanent. Mais vous savez, il était dans le spectacle pendant 3h15 sur TF1, puisqu'il n'y a rien de concret qui en est sorti, si ce n'est... Mais encore une fois, moi je dis, c'est normal dans un pays qui n'a plus de souveraineté. Hein. Il ne peut pas en être autrement. Mais regardez la fameuse équipée du train pour Kiev, là, la fameuse histoire du mouchoir. Enfin bon, ce train avec Starmer, avec Merz, où ils partent... on se demande faire quoi d'ailleurs. Ils sont allés en Ukraine, pourquoi? Ça n'a servi à rien. La seule chose qu'on a retenue de ce voyage, c'est la polémique du mouchoir. C'est tout ce qu'il en restera, mondialement. Mais on les a vus partir tous les trois, hilars, rigolards, débraillés dans un train. On parle quand même du président de la République française, du chancelier allemand et du Premier ministre britannique, ce qui est quand même pas rien. Et résultat des pourparlers. C'était de la com totale. Résultat, les pourparlers. Comme raté en plus. Les pourparlers à Istanbul se déroulent peut-être sans eux. Vladimir Poutine n'est même visiblement pas sûr d'y aller non plus. Mais sans eux, c'est pas eux qui décident. Trump vient d'annoncer que de toute façon Zelensky serait pas invité au futur sommet de l'OTAN aux Pays-Bas, donc contre la volonté de Macron. Donc c'est le spectacle permanent, c'est la com permanente. Le seul problème, c'est que les Français doivent se dire que quand Macron sera plus dans le jeu en 2027, est-ce qu'il sera remplacé par fondamentalement quelqu'un qui fera autrement? Bien sûr que non. Peut-être qu'il le fera de manière moins urticante parce que ce ne sera plus la personnalité de Macron. Mais tant que vous êtes dans un pays qui ne reprend pas les rênes de son destin en retrouvant sa souveraineté nationale, donc en quittant l'Union européenne, première urgence, vous aurez que des animateurs à la tête. Alors vous aurez des animateurs parfois un peu fades, un peu gris, vous vous en rendrez même pas compte. Parfois, vous avez des clowns comme Macron, des trublions, et ça devient urticant et fatigant. Mais ça reste un animateur. Maître Divisio, Emmanuel Macron a-t-il rabaissé, a-t-il dévalorisé la parole présidentielle durant ses 2 mandats de président? Oui, il n'y a pas de débat. Oui. Par ses multiples apparitions télévisuelles, par ses multiples prises de parole. Rappelez-vous ce que j'avais dit dans une précédente émission où le like TikTok a supplanté le logos d'Aristote. C'est-à-dire qu'en fait, on est avec Emmanuel Macron, on est dans cette fausse proximité avec le peuple, avec ses likes TikTok, avec Thibaut InShape qui l'interroge, Carlo McFly et Carlito. Voilà, on est dans une volonté de faire proche. Rappelez-vous de Castaner qui vous dit le président parle comme les Français alors qu'il les insulte, dont acte. Mais il y a quand même un président qui, souvenez-vous, au moment de son élection en 2017, avait dit « Je redonnerai du poids à la parole présidentielle. Je rendrai la parole présidentielle plus rare qu'elle ne l'était avant. » Ça s'est raté. Oui, mais il avait... Il y a l'overdose. Mais pardon de revenir à Guy Debord, mais c'est la même chose. Vous ne pouvez pas combiner ça avec vous donner en spectacle. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir d'où vient Emmanuel Macron et comment il a été propulsé dans l'univers médiatique en 2017. Ça a été un showman. Ça a été finalement... Trump a été élu par la télé-réalité. C'est un peu l'idée d'Emmanuel Macron, au sens où en 2017, on vous a présenté le gendre idéal. Il a fait la couverture, rappelez-vous qu'il a fait à lui tout seul. Rappelez-vous de ses chiffres. Il a eu plus de temps d'antenne à lui tout seul que tous les autres candidats réunis. Donc c'est le candidat du système médiatique avec une mise en scène à outrance. Il n'y avait pas de raison que ça change pendant sa fonction présidentielle. Mais je voudrais revenir sur un point, si vous me le permettez, sur 2 sujets qui me sont sensibles. Les soins palliatifs. Alors justement, j'allais y venir. Parce qu'il n'y a pas eu effectivement beaucoup d'annonces durant cette émission, mais le président de la République a évoqué effectivement la possibilité d'un référendum sur la fin de vie en cas de blocage parlementaire. Attendez, il a aussi dit qu'il y avait effectivement une urgence à investir, qu'il avait largement investi en soins palliatifs. C'est faux. Il faut savoir aujourd'hui qu'un département sur 2 n'est pas pourvu d'unités de soins palliatifs. Un département sur 2. Que concrètement, seulement 5% des médecins sont formés aux soins palliatifs parce qu'il y a une absence de formation sur la question et il n'y a pas d'organisation de la question. Il faut savoir que les lits de soins palliatifs ont diminué depuis 2021. Alors certes, le gouvernement a annoncé un plan d'investissement sur 10 ans en 2024. Sauf qu'on s'aperçoit que c'est bien tard. Au moment où il annonce un plan d'investissement sur 10 ans, il fait voter une loi sur la fin de vie avec toutes les dérives dont on a déjà parlé et qui, effectivement, dont on ne va pas finir de parler. Donc on voit que Emmanuel Macron est dans le mensonge éhonté. De la même façon, lorsqu'il dit, à propos du Covid, que personne ne lui a dit que ce qu'il a fait, il l'a mal fait. Il faut arrêter 2 minutes. Mais vous avez raison, il y a un vrai sujet sur la fin de vie. Et beaucoup de spécialistes le disent, notamment Claire Fourcade, qui est spécialiste médecin en soins palliatifs, et qui nous dit que la fin de vie,
c'est un faux problème en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les moyens aujourd'hui de faire retirer totalement la souffrance des gens, que les soins palliatifs aujourd'hui ont atteint des progrès extraordinaires, mais qu'on ne met pas les moyens pour y arriver. Et que du coup, on préfère se concentrer aujourd'hui, finalement, on préfère détourner le regard et s'intéresser à la fin de vie plutôt que de miser et de mettre de l'argent dans les services de soins palliatifs. La proposition de loi, parce qu'il y en a deux, il y a fin de vie et soins palliatifs. La proposition de loi soins palliatifs, elle est là pour faire avaler le reste. C'est vraiment, c'est gros, c'est grossier même. C'est-à-dire, on vous dit, regardez, vous inquiétez pas, on va mettre le paquet sur les soins palliatifs, ce qui ne sera pas fait. Ce qui n'est pas vrai. Évidemment, ce ne sera pas fait. Vous avez des médecins de la douleur qui disent, en France, aujourd'hui, en moyenne, il faut 3 à 6 mois pour une simple consultation du médecin de la douleur. Plus, effectivement, tous les départements sans unité de soins palliatifs, les lits qu'on ferme. Donc, alors qu'on a les moyens, en termes de recherche, parce que le but, il est à côté. La vraie loi, c'est évidemment la loi suicide assisté euthanasie, c'est ce qu'ils appellent fin de vie, qui est centrale, où on veut nous mettre en fait au niveau de la Belgique, les Pays-Bas. Je rappelle qu'aujourd'hui, aux Pays-Bas, c'est un mort sur 16. Un mort sur 16 dans le pays, cette proportion ne cesse d'augmenter, comme en Belgique. On peut regarder aussi au Canada, par exemple, déjà par l'euthanasie. Avec des dérives, j'imagine que vous en avez déjà parlé, mais enfin, on va en parler dans les mois qui viennent, mais enfin, des dérives terribles par rapport aux personnes handicapées, aux personnes, même aux mineurs, maintenant aux enfants, et y compris des personnes simplement en détresse morale. Donc on arrive au pire de la dérive capitalistique, finalement, où on se débarrasse des gens, parce que ce n'est pas autre chose. On va créer, sous prétexte de bons sentiments, les gens doivent pouvoir être maîtres d'eux-mêmes. Il l'était un peu moins pendant la vaccination forcée. Ça, l'argument n'était moins mis en avant. Et puis, c'est pour lutter contre l'indignité. Non, il n'y a pas de mort indigne. Ça, il faut aussi sortir ça de sa tête. C'est pas bien de faire croire ça aux gens. Il n'y a pas de gens, même quand on meurt dans la difficulté ou l'isolement, on ne devient pas indigne. On reste un être humain digne. Ça, je veux quand même le redire. Donc, cette affaire-là, je crois que ce n'est pas le cœur de cette émission, mais elle va être le cœur de nos débats dans les jours et les semaines et les mois qui viennent. Ouais. Je voudrais revenir sur un point qu'a Fabrice, parce que regardez l'histoire de Thibaut InShape. Moi, que Thibaut InShape, qui est quand même le premier youtubeur de France, 26 millions d'abonnés, qui intervienne, je pense d'ailleurs que c'est un gars bien, je pense que c'est un type sain, c'est un type... Et puis quand il fait ses exercices, il y a un drapeau français derrière lui, moi ça me plaît. Bon, mais je vais pas m'apesantir là-dessus, mais il lui pose pour le coup une vraie question. Il lui dit le modèle alimentaire produit de plus en plus d'obésité, de maladies chroniques. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vrai sujet. Regardez la différence entre un animateur et un vrai responsable politique qui a la souveraineté. Qu'est-ce que lui aurait répondu Robert Kennedy Jr., qui est actuellement ministre de la Santé aux États-Unis ? Il lui aurait dit demain, je convoque les grands patrons de l'industrie alimentaire. Et on va faire en sorte qu'ils réduisent immédiatement de 50% le sucre dans l'alimentation et qu'ils arrêtent avec ce qu'il est en train de faire, les colorants artificiels. On va remplacer tout ça par du naturel. Et je ferai une vérification dans 3 mois pour voir si c'est bien appliqué. Ça s'appelle un chef politique. Ça s'appelle un responsable politique. Ce qu'il fait. Parce qu'il peut le faire. Macron, qu'est-ce qu'il a répondu à Thibaut InShape ? Il a bafouillé une réponse en disant « Vous avez raison, donc on va développer les circuits courts dans l'alimentation, l'agriculture, on veut de la qualité, de la proximité, etc. etc. » Il n'a rien répondu. Il a même répondu l'inverse de ce qu'il peut faire, parce que je signale que pendant qu'il dit « On va développer les circuits courts », ce qui est très bien, Ursula von der Leyen, qui est la seule qui maîtrise notre commerce, puisqu'elle en a la compétence, multiplie les signatures d'accords de libre-échange, c'est-à-dire l'inverse du circuit court. Libre-échange, ça veut dire que vous allez chercher vos produits à des milliers de kilomètres. Donc, Macron a fait une réponse d'impuissant, de trublion, d'animateur à une question qui était sérieuse. Donc, la forme, vous voyez, parfois, la forme peut paraître un peu dérisoire. On se dit Thibaut InShape, un youtubeur, oui, mais il a posé une vraie question de fond. Mais on lui répond par une réponse de trublion, d'animateur. Alors qu'un vrai responsable politique qui aurait la souveraineté en main lui aurait fait une réponse très importante et très intelligente et très concrète sur le sujet. Et ça, pour moi, ça a été aussi un grand moment de cette émission, un grand moment de vérité. C'est un grand moment de vérité. Les Français doivent savoir qu'ils ne maîtrisent plus leur destin. En fait, Maître Divisio. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui est compliqué avec Emmanuel Macron, il faudrait l'analyser en profondeur. D'une certaine façon,
il essaye de faire croire qu'il parle comme un philosophe, ce qui n'est pas vrai, en l'occurrence, qu'il agit comme un chef d'entreprise, ce qui n'est toujours pas vrai, et finalement, ce qui est vrai, c'est qu'il se met en scène comme un monarque républicain. Le problème d'Emmanuel Macron, dans cette émission, d'abord, pourquoi 3h15 ? Qu'est-ce qui fait que ça a duré aussi longtemps ? Peu importe que ça soit sur la forme, mais 3h15, pourquoi ? Mais c'est dans la forme, effectivement. C'est-à-dire que c'était l'objectif du président de la République de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Il fallait justement montrer qu'il était là et qu'il était capable de tenir la performance artistique, comme il a déjà fait lors de... Et d'ailleurs, dans des exercices dans lesquels il est plutôt bon, hein, quand il est en chemise, qu'il se retrousse les manches. Il faut faire attention parce que c'est un truc qu'il sait faire, ça. Attention, parce que c'est Victor Hugo qui écrivait que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et ici, on a bien eu la constatation qu'il n'y a pas de fond, en fait. Qu'en réalité, cet exercice, il est dangereux parce que, au fond, lorsque le fond est vide à ce point, vous avez à la surface, ce qui remonte, c'est le néant, en réalité. Moi, ce que je trouve juste d'un mot dramatique dans cette histoire, c'est qu'on a des vrais sujets. La question du partage de l'arme nucléaire, la question, effectivement, de la souveraineté. On voit bien qu'on a une vraie difficulté avec l'immigration. Je pense il est raisonnable de dire que nous avons un problème avec des vagues migratoires. Nous avons une vraie difficulté avec la sécurité. Alors justement, parce que Florian Philippot nous parlait de Thibaut InShape, qui a été un des intervenants lors de cette soirée. Robert Ménard faisait également partie, vous l'évoquiez tout à l'heure, des personnes présentes qui ont interpellé le président de la République. Et Robert Ménard s'est notamment exprimé, Fabrice, sur ce sujet de la sécurité. Le président de la République a notamment proposé d'étendre les pouvoirs des polices municipales. Ces mesures sont-elles suffisantes face aux problèmes que rencontre notre société face à l'insécurité? Fabrice Division. Si vous voulez, on ne peut pas commenter ça. Vous me demandez de commenter le néant et le vide. On ne peut pas faire ça. Je veux dire, aujourd'hui, moi, ce que je vois... Robert Ménard qui a été plutôt pertinent, d'ailleurs. Non, mais il n'y a pas de débat sur Robert Ménard, il a été plutôt bon. Simplement, effectivement, moi, ce que j'observe, c'est que nous avons un gouvernement qui passe son temps à parler. Il parle. D'abord, Emmanuel Macron propose quelque chose comme s'il avait encore la majorité au Parlement, ce qui n'est pas le cas. Donc, à moins qu'il nous annonce là une dissolution à venir avec une reprise du pouvoir, mais je ne vois pas. Le référendum, bon, peut-être, mais le fait est que, si vous voulez, c'est ça qui est très, très amusant, c'est que vous avez un gouvernement, un président dans une posture de proposition, il n'a pas la majorité pour proposer quoi que ce soit. Il a été battu dans les urnes. Et puis, on a, Florian Philippot, aussi un président de la République qui se retrouve à dire tout et son contraire, finalement. Vous allez me dire que c'est peut-être... Ou rien et son contraire, vous allez me dire que c'est peut-être le problème du en même temps. Mais Emmanuel Macron qui dit, les yeux dans les yeux, à Robert Ménard, je n'ai jamais parlé de sentiment d'insécurité en France. Il lui a répété 3 fois, vous n'avez jamais pu entendre ça de ma bouche. Sauf que c'est faux. On a retrouvé dans des archives. Il l'a dit à plusieurs reprises, dans différentes prises de parole. Certainement, oui. Donc, est-ce que c'est de la... Est-ce qu'il est sincère lorsqu'il dit... Quand est-ce qu'Emmanuel Macron est sincère ? C'est-il lui-même quand il dit ce qu'il pense ? Est-ce qu'il pense un truc ? Enfin, je veux dire, on n'en est plus là sur Macron. On sait que c'est un vide rempli par toutes les idéologies du moment et par tous les intérêts du moment. Tous les gens qui ont intérêt, qui l'ont sponsorisé, qui l'ont mis en avant et qui, à travers lui, mènent la politique d'un système qui dépasse largement Macron. Donc, c'est très intéressant la séquence avec Ménard. Regardez, pendant un moment, ils ont parlé, je sais pas, ça a duré un quart d'heure. Ils ont parlé du regroupement familial. Ouais. Et Ménard a dit pourquoi vous avez pris une loi qui a élargi le regroupement familial, notamment aux frères et sœurs, etc. Macron, je ne sais pas si Macron se souvenait de ça, parce que moi j'ai retrouvé, c'est la loi effectivement 2018, donc début de son premier mandat, quand c'était M. Collomb qui était ministre de l'Intérieur. Et il y a eu une loi qui a effectivement élargi les critères aux frères et sœurs de regroupement familial. Bon. Et Macron a voulu, je pense qu'il ne se souvenait plus très bien de la loi, donc il a répondu oui, mais ça concerne des chiffres qui ne sont pas très importants, c'est pas grand-chose, etc., sans donner de chiffres quand même. Donc finalement, on ne savait pas. Moi, je me suis penché sur cette loi après l'émission, parce que je me suis dit, quand même, il faut creuser ce sujet. Il y a une loi, effectivement, en 2018, qui a élargi le regroupement familial. Vous savez pourquoi on a pris cette loi ?
pour se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et son article 8, qui est le respect de la vie privée et familiale, et notamment la doctrine de réunification familiale, qui fait que la CEDH estimait que la France avait une conception trop restrictive du regroupement familial. Donc on a pris cette loi uniquement parce qu'il y avait une décision supranationale. Et il y avait une deuxième raison, c'était la directive européenne de 2003 sur le regroupement familial, qu'on ne respectait pas non plus. Donc il a fallu, à travers cette loi, se mettre en conformité en fait, avec le droit supranational. Ça, ni Ménard ne l'a dit, forcément, parce qu'il veut rester dans ce système, ni Macron, évidemment, puisqu'il veut rester aussi dans ce système, et ni les journalistes. Donc là, vous voyez, les Français sont noyés dans un débat dont ils n'ont pas les tenants et les aboutissants. Et quand vous leur expliquez les tenants et les aboutissants, alors forcément, le schéma est différent. Là, les Français se disent, mais oui, en fait, on peut reprendre le contrôle de l'immigration. Oui, on peut, bien sûr. Mais ça suppose de reprendre le contrôle de notre souveraineté nationale. Et là, vous n'êtes plus dans le même schéma. Vous n'êtes ni chez Ménard, ni chez Macron, ni chez Darius Rochemin. Vous êtes dans le sérieux de la politique. Et vous voyez, c'était que ça tout le long. Binet, c'était la même chose sur la réindustrialisation. Juste un mot là-dessus, parce que je crois que si vous voulez faire un vrai référendum, le voilà votre vrai référendum. Bien sûr. C'est sur la conception de la souveraineté. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un moment où laissons tomber la question du souverainisme et essayons de nous extraire de tout ça et réfléchissons. Réfléchissons à ce qu'est un État et réfléchissons aujourd'hui à les moyens dont on dispose. La question du regroupement familial en est une. La question de la hiérarchie des normes en est une autre. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui on ne soit pas réduit à un simple animateur lorsque vous avez la Cour de justice de l'Union européenne qui vous explique que les normes communautaires sont supérieures à la Constitution. J'avais eu un vif échange sur ce point sur TPMP où mon interlocuteur du JDD me soutenait que non. Si, depuis un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne, la Constitution, qui est quand même la norme suprême des États, a moins de valeur que les normes communautaires. Et on s'en félicite très bien. Je vous signale d'ailleurs que c'est aussi... Elle demande même aux juges de désobéir. C'est ça. Et y compris à leur constitution. D'écarter les dispositions constitutionnelles contraires aux droits communautaires. Je vous signale que le Conseil constitutionnel a la même position maintenant. Y compris le Conseil constitutionnel, sauf ce qui toucherait à l'identité constitutionnelle de la France, qui est quand même très restrictif, considère que le droit européen, y compris est supérieur à la Constitution. Le problème, effectivement, sur ce point... Alors, le Conseil d'État a quand même plus ou moins résisté sur cette question. Il y a pas longtemps. Il a résisté longtemps, mais ça fait longtemps qu'il a cédé. La question de fond, à mon avis, là-dedans, c'est quels sont les pouvoirs réels d'Emmanuel Macron. Il faut qu'on se la pose, cette question, un jour. Est-ce qu'on a le droit de se la poser? Ou est-ce qu'effectivement, juste la poser, c'est être disqualifié politiquement? Vous pouvez regarder ce qui se passe en Roumanie, où le simple fait d'avoir un programme qui soit anti-Europe, et disons pas anti-Europe, qui soit pro-souveraineté, finalement. Il n'y a pas de problème avec l'Europe. C'est juste, effectivement, une conception de la politique. Rien que ça, ou être effectivement de l'intégration à l'OTAN. Rien que ça. Ça vous vaut d'être disqualifié aux élections. Donc, est-ce qu'il y a un jour où est-ce que tout ça n'est pas de l'agitation? Comment voulez-vous? On parle de son temps, on passe son temps à dire qu'il faut rester... Le système est pipé, finalement. Non, mais si vous voulez... C'est ce que vous dites. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, en fait, d'une certaine façon, on passe notre temps à expliquer qu'il y a un décalage entre les élites et les peuples. Mais ce décalage, il est induit par le fait qu'il y a des sujets interdits. À partir du moment où vous voyez l'immigration, à partir du moment où vous pouvez interroger l'immigration, mais comment voulez-vous l'interroger autrement que par le haut, en disant « je veux maîtriser mes flux migratoires ». La question des frontières. Je ne dis pas qu'il faille restaurer les frontières, je dis que c'est aux Français de décider. Ils ont le droit, puisqu'on en est à leur poser des questions, posons-leur les vraies questions. Posons-leur les vraies questions. On s'en fout, non pas qu'on s'en fout de la fin de vie. Bien sûr que c'est un sujet fondamental, mais vous mesurez bien que le Parlement est là pour ça. Posons-leur aux Français des questions qui les intéressent directement. D'autant que la fin de vie, on va relier les deux sujets, mais vous aurez forcément un jour un arrêt de la CEDH qui imposera le droit à l'euthanasie. En disant, au nom du respect, je ne sais pas, ils trouveront une norme en disant, ça doit être... Donc là, vous voyez, en fait, c'est vrai que le sujet qui détermine tout le reste, c'est celui-ci. C'est ça le vrai référendum. Mais vous savez, on l'a fait, ce référendum, il y a 20 ans. Il n'a pas été respecté. Mais il a été bafoué par le Parlement 3 ans plus tard. Sur ce sujet de la fin de vie, Maître Divisio, vous, en tant qu'avocat, est-ce que le recours à un référendum sur un sujet aussi éthique qu'est celui de la fin de vie, est-ce que c'est approprié, selon vous? Moi, je vais pas vous dire que
laisser la parole au peuple est inapproprié. Simplement, les dés sont pipés. C'est-à-dire que c'est très facile de manipuler l'opinion avec un sujet comme ça. Il faut leur donner, si vous faites un référendum, il faut leur donner les chiffres que je viens de vous donner. Il faut leur dire que 80% des Français souhaitent mourir chez eux, mais que seulement 25% y parviennent. Il faut donner effectivement des vrais chiffres. Et il faut arrêter de faire peur aux gens avec des fantasmes. Non pas que la question de la souffrance soit un fantasme. Ce qu'il faut, c'est la soulager. Mais vous voyez bien que tout ça, c'est des arbres qui cachent des forêts. Vous voyez bien que derrière tout ça, et comment ne pas partager l'avis de Florian sur ce point. Je veux dire, vous savez, juste une ouverture, enfin juste une parenthèse. Jusqu'au Covid, vraiment, j'ai été un fervent partisan de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment cru que ce système avait ses travers, mais qu'il avait ses vertus. Et que l'un dans l'autre, il fallait peut-être trouver un équilibre et corriger les travers par les vertus. Il aura fallu le Covid pour montrer que tout ça est complètement bidonné. Il a fallu la guerre en Ukraine pour montrer que tout ça est complètement bidonné. Il faut l'histoire des SMS de von der Leyen pour montrer que tout ça est complètement bidonné. Et qu'il y a un moment donné où vous êtes obligé, c'est Aristote, et de revenir au réel. Le réel, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fonde un État, c'est sa souveraineté. Et que moi, je n'ai pas de problème à l'idée de dans une Union européenne, dans des partenariats européens, si ma souveraineté est préservée. Je pensais qu'elle l'était. Je m'aperçois que de plus en plus, elle ne l'est pas, et qu'aujourd'hui même, et ça c'est le scandale des scandales pour le juriste, parler d'avocat, mon scandale à moi, c'est qu'on vient de me dire que ma constitution est inférieure aux normes communautaires. C'est-à-dire, comment voulez-vous ? Donc aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus facile de modifier des normes communautaires que la Constitution, et on va me dire que ces normes communautaires s'imposent à moi en tant qu'État, s'imposent à la Pologne, s'imposent... Okay, donc en fait, il y a un État européen, il n'y en a plus qu'un, c'est l'État européen. Est-ce que le problème, il n'est pas là finalement ? Est-ce que le spectacle que nous donne Emmanuel Macron, que nous a donné Emmanuel Macron avant-hier soir, n'est pas que le président de la République est déjà, lui, dans sa tête, dans l'étape d'après ? C'est-à-dire que pour lui, son deuxième mandat est déjà terminé et qu'il est déjà en train de préparer son coup d'après. Et son coup d'après, c'est clairement pas la présidence de la France, mais ça va au-dessus de ça. C'est totalement l'impression que ça m'a donné. Pour moi, il ne s'est pas battu. Macron ne s'est pas battu dans cette émission. Il donnait le sentiment d'en avoir rien à faire. Parce qu'il est déjà dans sa tête ailleurs. Enfin, d'en avoir rien à faire, ce qui est paradoxal, parce que c'est évidemment... c'est lui qui a demandé. C'est lui qui a demandé. Hein, mais je suis d'accord qu'il y a un sujet. Comme quand on dit qu'on va annoncer un référendum et qu'on ne le fait pas, il y a un autre sujet. Donc, c'est de la psychologie. C'est comme Macron, quand il laisse rentrer des photographes et qu'il ne vérifie pas que sa table est propre. Et qu'après il accuse les autres de s'en étonner, il y a un sujet chez ce garçon, ça c'est évident. Mais au-delà de ça... En l'occurrence, chez ces garçons quand même, pour l'histoire du mouchoir. Les trois. Et là, on a un truc qu'on n'a pas compris, honnêtement. C'est quand même, tout ça est quand même particulier. Macron, moi je vais vous dire ce que je pense. Je le pense depuis longtemps et cette émission m'a donné la confirmation. Et ce matin même, j'entendais sur une radio du service public des échos de la Macronie, des conseillers du président qui faisaient courir ce bruit. Macron vise la présidence de la Commission européenne juste après avoir quitté l'Élysée. Vous avez vu comment Ursula a transformé la fonction, Ursula von der Leyen. Elle lui a donné une omniprésence médiatique, elle se prend pour un chef d'État, elle parcourt le monde, elle est reçue, sauf Trump et le président chinois qui la ramène à son vrai rang de fonctionnaire, mais pour les autres, elle est reçue comme une chef d'État, elle croit l'être, elle veut son armée, etc. Vous imaginez Macron à cette fonction de président de la Commission européenne ? Il va en faire des tonnes. Il va être insupportable. Vous me direz, ça sera le meilleur carburant du Frexit. Donc moi, je ne suis pas contre. Mais il va tellement dégoûter les gens de l'Europe que beaucoup voudront en sortir. Mais c'est évidemment ça. Et je pense que pendant son premier mandat de président de la Commission européenne, il voudra faire adopter un nouveau traité européen qui fera le fameux saut fédéral pour aller vers l'État européen, cette fois officiellement, avec la fonction officielle de président de l'Union européenne. Cette fois, même plus de la Commission, de l'Union européenne. Et il serait dans sa... Il est très giscardien, parce que c'est Giscard qui voulait ce poste en premier, il ne l'a pas eu. Il serait le premier président de l'Union européenne de l'histoire. Et ça serait à la hauteur de cette magnificence, ce géant qu'est Macron. Vous voyez ?
Et ça, ce serait son deuxième mandat. Donc ça, vous pensez que c'est ce qu'il... Persuadé. C'est son objectif. Persuadé que c'est ça. Et c'est les bruits qu'on Fabrice commence à Vizio. faire- et c'est les bruits qu'on commence à faire courir dans son entourage quand même. Hein. Mais parce que ça correspond à une réalité. On commence à faire courir ce Je bruit-là. pense qu'il veut la présidence de la Commission européenne, qu'il fera du Ursula ++, et qu'il Qu'il veut deviendra président de qu'il l'Union veut que européenne. ce soit sous son mandat de la Commission européenne qu'il y ait un nouveau traité qui lui permette de devenir, qui fasse que l'Union européenne aura son armée, qu'elle va prendre officiellement plein de compétences, etc. Et qu'il pourra être le président de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'en fait, il va se transférer à lui-même la dissuasion nucléaire. Elle passera du président de la République française au président de l'Union européenne, mais ça restera Macron. Donc ça va. Le seul problème, c'est, pour lui, et c'est que ce plan n'est pas fait. Ça, pour l'instant, c'est dans sa tête, parce que je suis pas certain que les Allemands auront envie ou que les Italiens auront envie que Macron, L'Italien, c'est sûr que non. que Macron C'est soit très président de l'Union européenne. Déjà qu'il agace beaucoup de monde. Donc voilà. Donc je dis que c'est un et plan. d'ailleurs- Je dis pas que c'est ce qui va se passer. Et même les Allemands, c'est un réel problème Fabrice quand vous Division. regardez effectivement la position actuellement allemande, qui est de dire qu'il nous faut une armée forte allemande. Je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'idée de nation allemande existe, c'est l'idée de nation française qui n'existe pas. Oui. Pourquoi elle n'existe pas ? Eh bien parce que, et je partage l'avis de Florian sur ce point, Macron est tout entier tourné vers l'Union européenne, et finalement, ce serait, quelque part, ce serait la continuité logique de ces mandats, en fait. C'est finalement, est-ce qu'en Europe, il y a raisonnablement un président plus pro-européen qu'Emmanuel Macron ? C'est pas gagné, hein, c'est pas dit quand même. Hein. Non. C'est pas dit. Hein. Vous avez quand même quelqu'un dont on peut se demander parfois, il y a le en même temps macronien, donc qui brouille un peu les cartes, mais si quand même vous n'avez pas quelqu'un qui est complètement... quand il parle de la défense européenne, il parle effectivement de la nécessité d'une réponse européenne à la guerre de l'Ukraine. Enfin, on voit bien qu'il y a... Mais qu'est-ce que c'est alors, selon vous, cette ambition surdimensionnée ? Parce que quand on parle de devenir premier président de l'Union européenne de l'histoire, c'est quand même... quand on parlait du président Roi Soleil, on y est, clairement. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est une soif de pouvoir ? Le Roi Soleil, c'était la France, quand même. Le Roi Soleil, c'était la France, Mais vous avez raison. Mais c'est une idéologie, d'abord. Mais la France était la première puissance de l'Europe. Oui, mais c'était la France. C'était la France, oui. Il y avait un peuple, c'était la France. Si vous voulez, moi je suis pour une grande ambition française, il n'y a pas de problème. Et je veux bien même qu'on ait un grand président français. Mais je ne considère pas que Macron le soit. D'abord, ça correspond à son idéologie. C'est un européiste pur sucre. Bon. Donc là, il est très cohérent là-dedans. Deuxièmement, ça lui permet de remplir son ambition, sa vanité, son narcissisme, parce que c'est un homme qui est rempli de lui-même. Donc, deuxième cohérence. Et on en arrive au point où on comprend que cet homme-là, si on regarde ses discours ces dernières années, ne parle quasiment plus jamais de la France. Il prononce beaucoup moins souvent le mot France qu'Europe. Il n'arrête pas de dire « en européen, on fera ça ». En européen. Il parle de souveraineté européenne, ce qui est une escroquerie totale. S'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de souveraineté européenne. Ou alors, c'est une souveraineté oligarchique. Et je me permets de vous rappeler quelque chose. Donc, quand même, si vous me il y a permettez. une cohérence. Ça n'a rien à voir avec les intérêts de la France. Ça a tout à voir avec les intérêts personnels de M. Macron et avec l'accomplissement d'une vieille idéologie. C'est un homme dépassé. En fait, c'est un homme démodé parce que ce truc-là de l'Europe unie avec son armée, c'est un truc des années 30, 40, 50 qui a été assassiné dans les années 50 par le refus de la CED par le Parlement français à l'époque, qui était déjà l'armée européenne, et ensuite par l'épopée gaulliste, qui a mis au frigo cette affaire. C'est revenu après, mais il faut écouter les discours des années 30, 40, 50, y compris dans les pires camps de l'histoire à ce moment-là. On ne parlait que de grande Europe unie avec son armée. Donc en fait, il n'a rien de moderne, hein, ce Macron. Et puis, il y a Maître Division. dans votre sens, c'est que discours de Berlin 2017, je suis un patriote, avait-il dit, mais un patriote européen. Oui. Une fois qu'on a dit ça, on a fixé le cadre du mandat. Je suis un patriote, mais un patriote européen. Une fois qu'on a dit ça, je voudrais dire, le ton est donné. Le ton est donné. Le ton est donné. Je veux dire, quand vous avez un type qui... donc, quelque part, il a pris personne en traître, en fait. C'était peut-être un message qu'il vous envoyait quand il a dit « je suis un patriote ». Ah, peut-être. Vous me direz, il y en a d'autres qui ont un groupe qui s'appelle les Patriotes pour l'Europe. Oui, hein, c'est vrai donc, aussi. il y a quand même des gens bizarres. Hein. Moi, je suis patriote, Et donc la rappelez-vous- France. Mais Parce bon, que ouais. ma patrie, vous voyez, dans C'est votre patriote, il y a pays. patrie. Il faut être cohérent.
Patrie, c'est les pères, pater. L'Europe n'est pas une patrie. La terre, des pères, des mères. Bon, non, mais quand on est commun, on a une seule patrie. Enfin, moi, ma patrie, c'est la France. Ça n'a Donc, pas je de peux pas sens de être dire patrie patriote pour européenne. l'Europe ou patriote européen. Vous voyez, donc je revois Et dos à dos rappelez-vous, les deux là. Et rappelez-vous également au discours de la Sorbonne, c'est pareil en 2017, où il a affirmé la puissance européenne, la politique harmonisée fiscale européenne. Vous avez quelqu'un qui, j'ai presque envie de dire, a pris personne en traître, en fait. Il est européiste convaincu, et il a toujours opposé, c'est le grand débat avec Marine Le Pen d'apparence, on est d'accord, mais c'est effectivement... À l'époque. On opposait Marine Le Pen à Emmanuel Macron sur cette question centrale de l'Union européenne. Alors, il s'avère que Marine Le Pen, nécessité faisant loi, elle s'est macronisée. Mais peu importe. Un mot rapide quand même pour vous dire un truc, c'est que, pardonnez-moi, mais on voit quand même qu'on est dans une impasse politique française lorsque pour les municipales, vous avez quand même les Républicains qui parlent d'une alliance avec Emmanuel Macron et Horizon d'Édouard Philippe. Vous voyez que là, pour les municipales, ce sera le même cas pour les législatives. Et puis finalement, on aura un soutien à la présidentielle d'Édouard Philippe, donc, et qui également européiste pour le coup. Donc on n'en sortira pas. Et c'est pour ça que la consultation citoyenne n'interviendra pas. Parce que si on continue sur cette voie, on sait très bien, et c'est le sens des mouvements en Europe, on voit qu'en Europe, de plus en plus, le souverainisme prend sa place, pour le coup. Et on ne le laissera pas. Donc vous pensez qu'il n'y aura pas de référendum ? Sur cette question-là, Sur non. cette question-là, non, ils l'ont non. fait à 20 ans, ils s'en sont mordus les doigts, ils l'ont bafoué, donc ils vont pas le refaire. Mais par contre, il faut opposer à cela, je pense, une opposition, une alternative radicale, au sens d'aller à la racine du problème et être clair et net, parce qu'on vous met Édouard Philippe, mais en face, on vous met Bardella. Excusez-moi, Bardella, c'est pas un anti-européiste. C'est quand même pareil, c'est vraiment la soumission totale à ce système. Je pense qu'il faut rompre avec ça. Alors, pour revenir à l'émission donc, de TF1, sans surprise, le lendemain, elle a été évidemment vivement critiquée. Critiquée pour sa mise en scène, et notamment, et pour le choix des intervenants. Florian Philippot, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Écoutez, il aurait fallu... Non, mais c'est vrai que, par exemple, mettre un souverainiste aurait été cohérent. Après, des fois, on critique pour critiquer. Et souvent, non, mais voilà. Je veux dire, vous voyez, moi, j'aurais eu le débat sur la réindustrialisation ou le débat sur l'immigration. Je pouvais tenir les deux, il n'y a pas de problème. Ou même sur les finances publiques, la dette. Je n'aurais pas abordé de la même manière que Sophie Binet ou bien Robert Ménard. Par exemple, il y a un truc très, très simple. Et ça vient du casting, c'est que vous ne mettez pas la bonne personne en face. Quand Macron dit est-ce qu'il y a de la concurrence déloyale d'Asie sur l'acier ? Et Binet lui répond il faut l'arrêter, arrêtez-la. C'est pas ça que devait dire Binet, parce qu'en fait, Macron, même s'il voulait le faire, il ne peut pas le faire. Le commerce, les droits de douane, les quotas d'importation, les contingentements sont gérés à 100% par la Commission européenne. Il n'a même pas son mot à dire. Alors Lula lui avait dit, c'est pas toi qui décides, c'est Ursula. Donc moi, Binet, j'aurais pas rétorqué, faites-le. J'aurais dit, pourquoi vous acceptez de ne pas avoir le pouvoir de le faire ? C'est pas la même question, du tout la même question. Et ça, vous comprenez que vous n'avez pas le même fond si vous n'avez pas les mêmes personnes en face. Après, mais moi, ce débat-là, je l'ai déjà fait, le débat avec Macron. J'ai déjà débattu avec lui en 2015 quand il était ministre de l'économie. Je lui ai posé les vraies questions de fond. Ça patauge en face. Quand vous lui posez les vraies questions de fond, ça patauge. Je suis prêt à le refaire en lui posant les vraies questions. Mais est-ce que vous pensez que ça aurait servi à quelque chose dans le sens où, sur d'autres sujets, il y a eu des bonnes questions, il y a eu des bons intervenants, et derrière, finalement, les réponses, elles n'étaient pas là. Mais au moins qu'on aille au fond du problème, qu'on purge le problème. Mais là, il n'est pas purgé. Certes, on a eu des moments sympathiques parce qu'on se dit tiens, Macron. Vous l'avez dit vous-même, il n'était pas là pour se battre. Oui, mais on se dit il perd le débat, donc on est content. Mais finalement, qu'est-ce que ça fait avancer sur le fond ? Est-ce que les gens ont compris des choses par rapport à l'Europe ? Rien. Parce que le sujet n'a pas été abordé. Pour moi, c'est pas le bon débat. Florian dit un truc important. C'est juste ça rapidement sur ce point. Important de dire. Si on ne pose pas les bonnes questions, on n'aura pas les bonnes réponses. Vous vous plaignez des réponses et vous avez le droit, mais en même temps, il y a une question qu'il faut poser, c'est comment vous allez faire tout ça ? Comment vous faites tout ça ? Comment est-ce qu'effectivement vous faites tout ça dans un environnement où la souveraineté législative est mise à mal ? Point. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour parler de ces 3h15 ou 3h17 d'émission d'Emmanuel Macron. Nous, on a souhaité synthétiser parce que je pense qu'il n'y avait pas forcément utilité à en parler plus. Merci en tous les cas à Florian Philippot, président des Patriotes, d'avoir été avec nous. Merci à Maître Fabrice Divisio. N'oubliez pas de liker, vous mettez un petit like ou commentez évidemment cette vidéo. Et puis vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne Droit de Parole. À très vite pour un nouveau numéro d'Objection.